Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès. Immergées à 5 mètres sous l'eau au large de la plage des Catalans, elles font désormais partie du patrimoine marseillais. Et je veux bien sûr évoquer ces 10 statues de béton qui constituent toute la richesse du premier musée subaquatique d'Europe. Cet espace sous-marin dédié à l'art et à la biodiversité a aiguisé notre curiosité, et qui de mieux qu'Anthony Lacano, son fondateur, pour l'évoquer. Bonjour à vous. Bonjour. Alors nous sommes ici au club de plongée Le Bateau Jaune. Nous n'allions évidemment pas réaliser cette interview in situ, un jour peut-être. Après quelques controverses, ce musée a finalement vu le jour grâce à votre initiative. Exactement, alors ça a pris beaucoup de temps parce que c'est un projet que nous avons voulu lancer en 2017 pour la capitale européenne du sport avec la municipalité. Les obligations domaniales et les autorisations avec la direction départementale des territoires de la mer sur des dossiers qui sont très complexes à monter pour venir installer des sculptures comme ça. D'abord c'est un récif artificiel au départ, ça s'appelle un récif artificiel d'art, dit ludique et pédagogique. Et donc on a mis du temps à comprendre, s'entourer d'un bureau d'études pour pouvoir faire ce dossier réglementé pour avoir les autorisations d'occupation du domaine public maritime. Et avec Marseille, candidate à capitale européenne de la mer, je pense qu'on est aussi au bon endroit. Le lieu du musée n'a pas été choisi au hasard. Beaucoup de paramètres doivent entrer en jeu et évidemment la géographie des fonds marins. Absolument, et aussi surtout la sécurité. On nous a proposé ce site-là parce qu'il y a une très bonne connexion avec les activités de plage. On est dans la Anse des Catalans, à donc 5 mètres de profondeur, comme vous avez dit, à 100 mètres du bord, donc ce qui est assez proche. Et on est dans une zone interdite aux embarcations à moteur, ce qui permet de protéger donc la personne qui vient visiter le musée à la nage. Et sur le site, vous avez une bouée de sécurité qui est entourée d'un arceau. C'est une bouée donc où on peut se reposer. Et après, les sculptures sont disposées en cercle autour de cette bouée sur une aire muséale de 400 mètres carrés. Et les œuvres ont été réalisées par des artistes différents. Pourriez-vous nous donner quelques précisions sur leurs auteurs et leur temps moyen de réalisation ? Alors oui, effectivement, donc c'est 10 artistes d'univers différents qui ont fait des propositions. Par exemple, je pense à Christophe Charbonnel qui a fait un Poséidon qui est magnifique, qui a beaucoup de sens donc sous l'eau dans ce contexte-là. On a aussi un ours de mer, Ursus maritimus de Michel Audiard, qui est un ours en hommage à François Pompon. On a aussi les Néréides, donc de Evelyn Galinski, qui sont 5 petites princesses des mers. Vous avez également un poisson géant qui s'appelle Fish of Marseille de Mathias Souverby. Donc vous avez différentes sculptures, différents artistes qui ont évoqué, chacun fait une proposition donc dans ce contexte-là. Et donc c'est bien sûr une métaphore pour évoquer le réchauffement climatique. Absolument. En fait, les sculptures sont là. C'est un prétexte pour venir et mettre la tête sous l'eau et venir découvrir les fonds marins et nous de pouvoir sensibiliser donc à la protection de cet univers et de le faire en même temps découvrir. Donc il y a ce côté pédagogique qui est très important. Donc cet aspect-là, au-delà de que ça soit un récif artificiel, puisqu'on a quand même un suivi environnemental avec un bureau d'études partenaire qui s'appelle OTIS et qui fait chaque année donc un suivi du site pour savoir les espèces qui sont revenues sur la zone. On en a une trentaine, faune et flore, donc c'est une opération qui est intéressante, qui fonctionne, et donc ce prétexte à venir découvrir les fonds marins et mettre la tête sous l'eau, et justement pour pouvoir évoquer à travers la culture et à travers l'art, donc la biodiversité marine. Et donc ce musée est effectivement le lieu idéal pour exprimer le tic-tac de l'horloge climatique. L'une de ces sculptures, Résilience, est une véritable attraction puisqu'elle est équipée de caméras et de capteurs haute définition. Cela va permettre aux scientifiques de collecter des données. Alors, pas encore, mais on a déjà fait le test en 2021 à l'occasion de la Journée mondiale des océans avec notre partenaire l'École centrale de Marseille. Donc ce sont plusieurs étudiants, ils sont en tout une 23 à s'être succédés depuis donc 2020-2021 que nous avons commencé ce partenariat. On a souhaité rendre une sculpture intelligente et pouvoir l'équiper de capteurs donc multiparamètres donc de la société SDEC qui nous a gentiment offert ce capteur pour avoir des datas brutes de terrain qui seront analysés par notre partenaire la CERAM et qui vont être restitués sur une application dédiée qui va être justement aussi créée par les étudiants. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est un programme pédagogique universitaire. On aurait pu le faire avec une entreprise, ça existe déjà, ce genre de bouée connectée, mais on a voulu le faire par des étudiants.
Et donc avec l'eau, le matériel technologique ne se dégrade pas Alors c'est du matériel qui est fait comme un hydrophone qui est exprès pour la mer, le capteur est conçu exprès pour aller dans l'eau. Voilà, après il y a un entretien qui doit être fait régulièrement pour enlever le fouling, toute la pollution qu'il peut y avoir sur le capteur, le nettoyer de temps en temps. Tout ça c'est nos partenaires Seven Seas qui font l'entretien et le nettoyage régulièrement qui va se faire. On espère pouvoir arriver à cette année justement pour la journée mondiale des océans à mettre ce système en autonomie. On a déjà fait un test avec du filaire, ça fonctionne, mais on veut le faire en autonomie avec batterie, etc. dans la bouée qui sera une bouée connectée. Et donc ça permet aussi d'évoquer que ce musée a à peu près une durée de vie de 15 ans. Alors, aujourd'hui, on a une AOT, une occupation du domaine public maritime temporaire, donc de 15 ans. Ça fait déjà 3 ans que nous sommes donc sous l'eau et nous occupons le site. Il y a encore quelques années devant nous et après nous verrons ce qui se passera. Si on reconduit, on continue ou on les enlève. Et l'un des membres de l'équipe a voulu alerter sur la disparition du coralligène. La vocation de ce musée est-elle aussi de prévenir des limites de la résilience de la nature ? Absolument. En fait, chaque partenaire est membre de l'association. C'est un groupe, c'est un collectif que j'ai rencontré au fur et à mesure que j'ai monté ce projet. Des rencontres fabuleuses de gens très inspirants. Morgane Bourkis, qui est le parrain du musée, triple championne du monde d'apnée. Des scaphandriers, je pense à Thierry et à David, qui ont installé les sculptures sous l'eau. Donc ce sont des gens qui travaillent sur le littoral, dans la mer, qui connaissent très bien le milieu. Comme l'association Septentrion aussi, qui nous a épaulés. Enfin, différentes personnes. Donc chacun, à leur niveau, peuvent aussi alerter sur des choses qui les touchent et qui, justement, liées au milieu marin. Voilà, chacun s'en empare et s'en sert. Vous avez évoqué d'ailleurs la figure de Poséidon, symbole de ces civilisations disparues. Ce musée a une approche réflexive sur la place de notre propre civilisation occidentale. Absolument. Et d'abord, ce que j'ai voulu faire, c'était naturellement les enseignants s'en sont emparés. J'ai eu beaucoup de contacts des enseignants, notamment avec le collège Gaston Defferre, qui a été le premier l'établissement scolaire. Christelle Martinez, la référente culture, qui m'a immédiatement contacté pour pouvoir impliquer l'école et les élèves justement sur de la réflexion et faire créer par exemple une mallette pédagogique sur différentes fiches de réflexion sur le travail, ce qui permet aujourd'hui de pouvoir les transmettre à d'autres établissements scolaires qui peuvent eux aussi continuer à raconter l'histoire de ce musée à travers leurs réflexions et leur travail, notamment les professeurs de SVT, de PS et d'art plastique. Et oui, alors que dans les pays du pourtour méditerranéen et même plus près de nous, dans le Rhône, on a trouvé des restes de civilisations disparues. Dans ce cas précis, c'est l'homme qui a installé volontairement ces sculptures. Cela fait réfléchir. La disposition des œuvres ne doit rien au hasard, puisque l'on peut voir que la statue de Poséidon, dieu de la mer, est tournée vers celle d'une jeune femme intitulée « De la graine à la mer ». C'est pour symboliser la vie. Pourriez-vous nous en dire plus ? Alors, la graine et la mer, c'est la graine, c'est la matrice, c'est la vie. Poséidon, alors on a essayé de faire une scénographie sous l'eau et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est pas comme dans un musée à terre où on peut déambuler, etc. Là, vous êtes vraiment en interaction avec la mer, dans le milieu, donc il faut nager, essayer de respirer. C'est quand même un milieu où on n'a pas vraiment l'habitude, donc le visiteur a quand même une approche, je dirais, de réflexion sur ce qu'il voit qui est différente que à terre, je dirais, dans un musée. Aujourd'hui, chaque artiste, ce que l'on peut retrouver sur notre site, dans la partie des artistes, a donc exprimé quelque chose suivant les sculptures. Le Voyageur de Bruno Catalano est une œuvre qui est dirigée vers Marseille, qui arrive du large. Donc c'est l'homme qui vient du large, qui raconte l'histoire de cet artiste de Bruno Catalano, donc qui est arrivé à Marseille quand il était petit avec ses parents, donc qui a grandi ici, qui a découvert son art ici. Donc c'est toute une histoire qui est racontée autour de chaque sculpture. Il faut rappeler que ces sculptures sont des sculptures en ciment marin de notre partenaire Vica, donc c'est un ciment qui est fait exprès pour aller dans l'eau, donc avec un pH neutre, donc qui ne dégage pas d'acidité dans l'eau, donc qui n'est pas dangereux dans le milieu où il évolue. Et les structures qui sont poreuses, donc les sculptures, permettent aux petits substrats de se développer dessus et de pouvoir amener la nourriture nécessaire pour les animaux marins. Voilà. Très très ingénieux tout ça. Et comment sont disposées les autres œuvres ? Elles sont toutes en cercle, les unes après les autres, espacées à peu près de 4-5 mètres autour de cette bouée donc de sécurité qui symbolise en fait l'entrée du musée. C'est un musée qu'on peut visiter en palme, masque et tuba et avec une combinaison ou un shorty suivant les saisons, accompagné. C'est mieux d'y aller en binôme, je dirais, d'y aller à plusieurs. C'est un musée qui est gratuit, donc on peut partir de la plage et le visiter gratuitement. Moi, je dis toujours aux gens, puisqu'il y a mon numéro de téléphone sur le site et je les renseigne toute l'année, de privilégier une visite le matin
parce que l'eau est plus claire et plus calme. À Marseille, le vent se lève toujours aux alentours de 11h midi. Donc le matin, la plage des Catalans est plus calme, il y a un petit peu moins de monde. C'est une clientèle plus famille, donc c'est sympa d'y aller le matin. Et en même temps, aujourd'hui, vous pouvez le faire aussi en plongée bouteille. Des gens arrivent de clubs, partent de la plage avec leur bloc de plongée sur le dos et ils rentrent dans l'eau et ils vont visiter le musée. Ils peuvent venir aussi par la mer en s'arrêtant à la bande des 300 mètres au bouée. Ils jettent l'ancre. Il faut faire attention aux herbiers de Posidonie. Donc il y a des petits bancs de sable donc pour jeter l'ancre. Et à ce moment-là, les gens partent à la nage, à la palme et ils viennent visiter le musée. Mais on a vu aussi qu'on avait une très grosse demande donc des établissements scolaires et aussi des comités d'entreprise qui souhaitent visiter et découvrir ce musée et d'être accompagnés. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui signé une convention de partenariat pour l'animation avec le club de plongée, le Bateau Jaune, qui est vraiment spécialisé aussi pour les enfants, pour les jeunes. Et y a-t-il eu des vocations justement de la part de gens qui n'avaient jamais fait de plongée, jeunes ou moins jeunes, du grand public? Alors on a observé beaucoup de demandes, beaucoup de curiosité parce que comme je vous le disais, on a eu à peu près 300 retours médias spontanés depuis 3 ans. Thalassa, la télévision, radio aussi, etc. Donc ça a suscité aussi par les réseaux sociaux. On a un photographe, Guillaume Ruopulo, qui fait des photos magnifiques des sculptures, ce qui a vraiment contribué aussi à faire connaître le musée, bien évidemment, et les mettre en valeur. Moi je dis toujours que Guillaume est le 11e artiste du musée. Sans ces magnifiques photos, on n'aurait pas pu faire découvrir au monde entier ces merveilles sous-marines. Donc la personne qui vient aujourd'hui, alors susciter des vocations, peut-être, et j'espère, en tout cas de l'intérêt et la nécessité de mieux connaître et de préserver ce milieu si fragile, c'est très important. C'est pour ça que nous avons souhaité donner le nom de la galerie sous-marine du musée subaquatique à Albert Falco, qui était le capitaine de la Calypso. Et ce qui caractérise ce musée, c'est de faire corps avec le milieu marin. La durabilité des œuvres importe-t-elle moins que le message envoyé par le musée? Alors, les œuvres se sont complètement fondues dans le milieu. Elles appartiennent aujourd'hui au domaine public maritime, au littoral. La mer se les est appropriées. Il y a de la vie sur les sculptures qui étaient inertes, puisqu'elles étaient en ciment marin au départ. Maintenant, il y a une peau sur la surface, donc une peau vivante, qui est toute la vie, les petits substrats qui sont dessus et tous les animaux et organismes qui se sont abrités dans ces sculptures. Beaucoup ont été pensés avec des petites alvéoles, avec des endroits, notamment le coexistence, qui est un arbre avec un immeuble à l'intérieur, et dans la canopée qui est vide avec des petits trous, les poissons peuvent rentrer à l'intérieur, comme l'oursin aussi de Daniel Zanca, qui est creux à l'intérieur. La mer s'est appropriée les sculptures, ou les sculptures se sont appropriées la mer, comme vous voulez. La nature a donc fait son œuvre. Votre objectif est donc d'éveiller les consciences et pour ce faire, vous avez choisi d'interpeller le public par le biais des 5 sens. Absolument, aujourd'hui, c'est d'abord la sculpture résilience, donc qui va pouvoir voir, puisqu'elle va avoir une caméra à l'intérieur de son corps, avec ses capteurs aussi, avec l'hydrophone, donc l'acoustique sous-marine, elle va pouvoir écouter aussi. Donc ça, c'est un défi vraiment technologique, de pouvoir équiper cette sculpture avec toutes ces technologies mises en œuvre par les élèves de l'école centrale, les élèves ingénieurs. Les 5 sens, bien sûr. Aujourd'hui, quand vous êtes dans le milieu, comme on a vu des réactions avec des gamins qui sont venus visiter le musée, ils ont été enchantés déjà d'aller dans l'eau et de mettre un masque pour la première fois de leur vie. Donc, c'était pas forcément les sculptures qui les ont les plus touchés, mais c'est surtout d'aller dans l'eau de mer. Voilà, dans l'eau de mer et de mettre un masque. Les œuvres génèrent généralement de l'émotion chez le public, alors on espère que cette émotion véhiculée par ces sculptures puisse se traduire par des actions pour le milieu marin. Le musée est en déficit d'accès pour la plupart des citoyens. Un partenariat a-t-il été initié avec le rectorat pour permettre à la jeunesse de visiter ce musée et par cette occasion la sensibiliser à la protection du milieu marin? Absolument. Alors on a travaillé avec des établissements scolaires, je pense par exemple au lycée des Calanques ou le collège Gaston Deffer. Je me suis rapproché naturellement de la responsable culture auprès du recteur de l'Académie Aix-Marseille, qui a été vraiment enchanté par l'initiative, qui en a parlé donc au recteur et qui a vraiment validé le projet. C'est quelque chose que l'on doit développer bien évidemment, et justement aujourd'hui d'avoir une structure d'accueil comme le Bateau Jaune où on peut recevoir les établissements scolaires justement autour de tables qui sont conviviales à l'entrée du port de Marseille. Donc tout ça c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir, ils vont pouvoir en fait leur développer toute la biodiversité. On a introduit dans le pass culture de l'État donc
l'activité du musée subaquatique. Donc c'est quelque chose qui peut être donc utilisé dans le pass culture à hauteur de 28 €, donc par les établissements scolaires. Et donc ce pass culture, donc qui a été mis en place, que l'on a pu mettre en place l'offre à l'intérieur, donc donne un outil assez intéressant pour les établissements pour pouvoir justement bénéficier et venir visiter le musée subaquatique. Et l'espoir vient souvent de la jeunesse. Souhaitons que les jeunes soient sensibles au message de ce musée. Certains de vos nombreux projets suscitent la curiosité. Vous envisagez d'organiser un concert subaquatique ainsi que la création d'une mallette pédagogique et d'une sculpture intelligente. Alors le concert subaquatique, on avait imaginé ça avec Jean-Marc Barr et Michel Rodolphi. Donc ça a été un petit peu compliqué à monter. Je sais pas où en est le projet, mais je crois que d'autres personnes vont le faire à Marseille. En tout cas, ça sera pas du côté du musée subaquatique. On a mis par exemple pendant le congrès mondial de la nature de l'UICN, on a mis l'aquabule de Jacques Rougerie, l'architecte océanographe, donc un aquabule sous l'eau qu'il avait fait il y a des années, donc un habitat sous-marin pour sensibiliser sur ce genre de choses, sur les habitats sous-marins. C'était quelque chose qui a été vraiment une semaine fabuleuse que l'on a vécu avec toute l'équipe justement. On a fait 2 ou 3 interviews avec des journalistes dans l'aquabule sous l'eau. C'était fantastique et on a une envie chaque année de pouvoir, à travers la journée mondiale des océans, le 8 juin, de pouvoir proposer des artistes qui sont connectés avec les océans. Par exemple, on a fait un artiste qui travaillait sur la bioluminescence, Jérémy Brugidou. Donc on a mis des sphères avec de la bioluminescence sous l'eau qui s'allument, qui s'éclairent naturellement la nuit. On a travaillé, donc ce qui nous permet de faire une petite conférence sur la plage avec des intervenants du CNRS, etc. Voilà, et cette année, on a l'objectif, l'intention, je dirais plutôt, c'est d'immerger une sculpture qui s'appelle l'Octocérébrum de Floriane Lisowski, une artiste marseillaise parisienne, donc qui nous propose un poulpe géant avec un cerveau humain sur ce poulpe, avec notamment dans son socle une impression 3D, donc par Vika, si vous voulez, pour laisser passer les poissons à l'intérieur et de faire un habitat. Et le parrain de cette sculpture, ce n'est que Rudy Ricciotti, l'architecte du MUSEM. En effet, donc, ce musée a peut-être vocation à s'agrandir. Je pensais à une chose, des espèces menacées mériteraient sans doute aussi d'être représentées dans le musée subaquatique, à l'image de la grande nacre de Méditerranée, espèce menacée dont la disparition a été médiatisée par le biologiste marin Nardo Vicente. Oui, ça peut être des choses qui sont pour interpeller. Aujourd'hui, les artistes sont libres et nous proposent des œuvres. Pour le poulpe, aujourd'hui, est une espèce qui est protégée. Beaucoup de monde les mettent dans les assiettes, mais bon, le poulpe n'est pas comme l'oursin. Aujourd'hui, on a vu que les oursins manquent aussi sur le littoral. Les ressources ne sont pas inépuisables, donc on est là pour aussi sensibiliser. On est à l'écoute de beaucoup de choses. J'ai proposé aussi de mettre le site à disposition pour replanter de la posidonie auprès d'associations qui ne m'ont pas donné suite. Je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on a une zone qui pourrait être intéressante à tester. On est à l'écoute en tout cas de beaucoup de tous les gens qui seraient intéressés de nous faire des propositions et justement par rapport à cette zone que nous avons, ce site que nous avons sur l'Anse des Catalans. Les musées de ce type sont-ils appelés à se multiplier ? Je pense par exemple à Toulon. Alors, il y a beaucoup de musées de ce type dans le monde. Peut-être pas tous poussent, je dirais, d'après ce que j'ai mes recherches, sur le pédagogique. Donc, ce qui est pour nous l'essence même du musée, de pouvoir vraiment s'en servir comme un outil pédagogique. Aujourd'hui, on a l'ambition, on aurait aimé pouvoir cloner le concept, par exemple à Carry-le-Rouet, où on a eu déjà des discussions avec le maire, une présentation aussi à La Ciotat, pourquoi pas. Toulon aussi, pourquoi pas, s'ils sont intéressés, nous sommes ouverts et disposés à faire des propositions de sculpture dans l'esprit du musée subaquatique de Marseille. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview, Anthony Lacano. Lacano avec un D. Vous avez un nom aussi prédestiné qui parle de mer, mais pas du bon côté. Espérons que ce musée puisse faire prendre conscience au grand public de la vulnérabilité de notre mode de vie. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site musée-subaquatique.com. Merci. Merci Radio JM. Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès.